Dernière table ronde avec Maëlys Glebaillon. Alors, c'est la première fois que Maëlys Glebaillon est intervenant aux assises, d'ailleurs aux assises des EHPAD comme du domicile, et pour cause, puisqu'il est directeur général de la CNSA depuis le début septembre. Et donc, je vais d'abord lui demander de nous rejoindre. Je commence le débat avec vous, et puis effectivement, les fédérations, les présidents ou secrétaires généraux vont nous rejoindre dans quelques instants. Je crois qu'une des questions centrales, c'est est-ce que le virage domiciliaire est en train d'avoir lieu, et est-ce que cette réforme des services autonomie y contribue ? Vaste question. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette enceinte. Écoutez, évidemment que le virage domiciliaire il a lieu parce que vous le vivez chacun sur le territoire. Et l'adresse a sorti il y a quelques jours une enquête très intéressante sur l'espérance de vie en bonne santé et sans perte d'autonomie au domicile pour les personnes âgées. Et vous voyez que finalement, ça montre aussi l'intérêt de maintenir le plus longtemps possible au domicile et comment votre action au quotidien permettra de pouvoir réaliser ce virage domiciliaire. Alors on a mis des briques, collectivement, on a essayé de réfléchir, parfois de façon trop silotée, vous le savez. Je ne vais pas refaire de la tarte à la crème habituelle, mais nous avons, entre État, département, caisse de sécurité sociale, essayé de trouver les voies et moyens de prendre ce virage domiciliaire. Mais finalement, force est de constater qu'on a eu assez peu d'instances de travail institutionnelles et que le virage domiciliaire, là où il fonctionne, c'est sur le terrain, dans les départements qui s'en sont emparés, avec les fédérations, avec les agences régionales de santé. La réforme qui a été mise en place sur les services autonomie à domicile, c'est une réforme que certains ont considérée comme venant du haut. Réforme qui s'imposait à vous, sur lesquelles vous aviez assez peu de prise, qu'on a essayé d'accompagner, de financer, d'appuyer, d'épauler. Je pense qu'on a tous conscience que ce sujet fait partie des grands défis pour être au rendez-vous du virage domiciliaire. Et pour autant, on le voit bien que selon les territoires, et la Caisse s'est apprêtée à ce travail tout au long de l'été, ça prend, ça ne prend pas, et malgré la motivation de certains, ça ne prend même pas du tout. Pourquoi on arrive à ce moment ? C'est peut-être tout simplement parce que nos canaux de compétences, nos capacités à créer une gouvernance territorialisée, nos outils, on va parler du financement, ne sont peut-être plus au niveau de ce qui est attendu par vous tous pour pouvoir prendre ce virage domiciliaire. La CNSA, historiquement, a été partenaire des fédérations du domicile. On a un certain nombre de conventions, plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont conventionnés avec les différentes fédérations pour moderniser, numériser, être en capacité d'accompagner la formation avec les OPCO. Et puis, finalement, c'est assez récent que la CNSA finance le domicile réellement. C'est post-Covid, c'est la participation à l'accord de branche d'aide à domicile auprès des départements. Et quand on regarde les dernières années, on est à plus 39% de concours de la CNSA sur le domicile, plus 13-14% sur les établissements. Donc ce virage domiciliaire, dans la réalité de nos financements, on l'a pris. On l'a pris aux côtés des départements. Pardonnez-moi, c'est des pourcentages qui sont calculés sur des valeurs absolues qui ne sont pas du tout les mêmes, non ? Qui sont calculés, pardon ? Sur des valeurs absolues qui n'étaient pas du tout les mêmes. Si vous partez de très haut en valeur absolue sur les EHPAD et de beaucoup plus bas, le pourcentage ne dit pas exactement la même chose. Mais ce qui veut dire que, en termes de rattrapage et dans le mouvement qui a été le nôtre, par rapport à notre capacité à investir sur le domicile auprès de la branche autonomie, ce mouvement a commencé à s'intégrer. Et il s'intègre de plus en plus avec les réformes comme le tarif plancher, évidemment, vous les connaissez mieux que moi. Notre sujet demain, c'est de construire cette gouvernance territoriale partagée, cette cartographie du besoin d'aide à domicile qui ne s'arrête pas à la porte des usagers, mais qui réfléchit sur l'ensemble du parcours de vie. Et je suis persuadé à mon niveau que le rôle des services d'aide à domicile, c'est aussi le rôle structurant de l'habitat intermédiaire. Il n'y aura pas d'habitat intermédiaire si on n'arrive pas à coupler à l'habitat intermédiaire les services d'aide à domicile et les futurs services autonomie. Donc on a devant nous un modèle qui n'est pas complètement pensé, des modèles juridiques, on parlait des résidences autonomie, on parlait du financement, sur les modèles budgétaires qui ne correspondent plus vraiment à la réalité du besoin et un virage démographique structurant. On fait des choses collectivement, certains s'en sortent, je le disais, mieux que d'autres. On a le sujet de l'attractivité des métiers, qui me semble être aussi au cœur de notre action collective. On le voit bien, aujourd'hui, on peut réformer nos financements, être en capacité d'être beaucoup plus proche du terrain dans nos outils. Encore faut-il qu'on ait des professionnels devant nous. Je fais partie de ceux qui considèrent que le niveau de rémunération est évidemment un sujet, mais que ce n'est pas le seul sujet. La question de la qualité de vie au travail, de l'organisation du travail, la capacité à pouvoir procéder par d'autres voies d'attractivité. Olivier Richefou pourrait parler en une énième fois de ces flottes de véhicules, et je pense
que ça fait partie des vrais sujets qui doivent se dresser devant nous, et on voit le fonds mobilité qui sera en 2025 au cœur des discussions entre la CNSA et les départements, doit participer à ces facteurs d'attractivité nouveaux, au-delà simplement de financer des indemnités kilométriques. On a devant nous des objets, des leviers. Est-ce que notre vision collective est réellement prête? Je n'en suis pas certain. Merci Maëlys Le Baillon. Je vous pose une deuxième question avant d'appeler les fédérations à nous rejoindre pour faire écho à beaucoup de préoccupations qui ont été exprimées depuis ce matin, beaucoup d'inquiétudes sur cette réforme des services autonomie. Qu'est-ce que vous pourriez dire, au-delà de ce que vous avez déjà dit, pour rassurer un peu les participants sur peut-être l'accompagnement qui va être celui de la CNSA, sur le fait de les écouter, de co-construire le chemin qu'il reste pour arriver jusqu'au bout de cette réforme des services autonomie? Écoutez, on a développé auprès des départements un financement des différents référents dans chaque département que la Caisse met à disposition, finance pour pouvoir accompagner cette réforme. Notre idée, c'est à la fois évidemment d'appuyer les territoires, mais aussi de comprendre pourquoi ça bloque. Les sujets, ils sont identifiés, je pense que vous en avez parlé tout au long de la journée, sur les rapprochements de conventions collectives, le public-privé, les modèles juridiques, la capacité à articuler notre action avec les infirmières libérales, autant de thématiques qui ont commencé à remonter tout au long de l'été et qui doivent nous permettre d'alimenter le travail de réflexion sur l'ajustement de la réforme. Très clairement, on a devant nous une année 2025 qui va être un peu une année test. Soit on arrive collectivement à franchir ce cap avec l'accompagnement, avec les moyens financiers, avec la volonté des conseils départementaux de structurer cette à la fois cartographie et cette fusion des services sur les territoires, soit on n'y arrive pas et il faudra qu'on en tire toutes les leçons pour ajuster la réforme pour demain. Mais je ne pense pas qu'il faille y renoncer. Enfin, très clairement, je pense que si on renonce à cette réforme, on renonce à toute ambition future sur le domicile. Ce qu'il faut, c'est l'adapter, l'ajuster et tenir compte de ce que vous vivez sur le terrain pour reconstruire un modèle qui fasse sens. Et je vais appeler maintenant, donc, comme prévu, les présidents ou secrétaires généraux des fédérations suivantes. Donc Jean-Pierre Rizot, qui est le président de la FNADEPA. Soyez le bienvenu. Franck Nataf, le président de la FEDESAP. Thierry Daboville, le secrétaire général de l'ADMR. Et Marie-Sophie De Saulles, qui est la présidente de la FEAP. Merci à vous. Écoutez, on va commencer par Thierry Daboville avec cette question qui est vraiment la question structurante de cette table ronde, à savoir, est-ce que cette réforme des services autonomie à domicile va dans le sens du virage domiciliaire et susceptible de renforcer le secteur de l'aide et du soin à domicile pour lui permettre de répondre aux besoins des Français de vieillir chez eux? Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Oui, moi je pense que cette réforme, elle va dans le bon sens. Alors, elle est impactante, elle est complexe. C'est pas facile tous les jours, mais je crois que ce matin, le président Richoux, j'étais pas là, mais disait, même la DMR, voilà, la trouve complexe. Oui, elle est très complexe, mais je pense qu'elle va dans le bon sens parce qu'elle est bonne pour les personnes. Et on a quand même longtemps dit, il faut essayer d'allier aide et soins pour les clients, parce que moi aussi je les appelle les clients. Je n'appelle pas des bénéficiaires, des clients, parce qu'ils ont la possibilité de choisir vers qui ils souhaitent finalement l'aide et le soin qu'ils cherchent. Donc pour ces clients, c'est bon. Je pense que c'est aussi bon pour les salariés, parce qu'on parle beaucoup de parcours professionnel et de pouvoir, je dirais, rapprocher l'aide et le soin, c'est une bonne chose. Je pense qu'il reste encore un écueil, c'est en tout cas quelque chose à travailler, c'est la question de la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, on a finalement une double gouvernance, à la fois côté ARS, côté département, et je pense que là, il y a aussi un vrai sujet qu'il faudra un jour traiter. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que il faut même aller plus loin que les services autonomie, que l'aide et le soin. Je pense qu'il faut pouvoir travailler avec tout l'écosystème. C'est-à-dire, quand j'ai dit l'écosystème,
on peut penser qu'une personne, à un moment, doit pouvoir aller en EHPAD ou une résidence pendant 15 jours pour X raisons. Il faut pouvoir travailler avec la médecine de ville, il faut pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs. Donc, oui, il faut même aller plus loin. Sachant qu'il faut aussi savoir que c'est environ 15% des personnes que nous accompagnons qui ont besoin de soins, d'aide et de soins. Donc, il faut penser aux autres. Et les autres, il faut, je pense, travailler beaucoup la politique de prévention, qui, à mon avis, est un élément extrêmement important, peut-être encore plus que aujourd'hui, demain, aller beaucoup plus loin que cela. Donc oui, c'est, je pense, une opportunité pour notre secteur. Et je dirais juste, parce que tout à l'heure, Marc Bourquin disait pas de convention, plutôt des conventions. Et ben moi, je pense qu'il ne faut pas passer par des conventions. Moi, je pense qu'il faut des entités juridiques uniques. Pourquoi ? Parce que si on ne va pas sur des entités juridiques uniques, et ben finalement, pourquoi avoir fait cette loi autonomie ? On peut tout à fait rester au SPASAD qui existait et qui... voilà. Merci pour cette première intervention, Thierry Daboville. Marie-Sophie De Saulles, même question. Cette réforme des services autonomie, est-ce qu'elle va dans le bon sens, dans le sens du virage domiciliaire ? Et à quelles conditions peut-elle réellement jouer son rôle ? Oui, même réponse. Je pense que c'est une réforme qui est très intéressante pour proposer une réponse aux populations concernées sur un territoire. On voit bien aujourd'hui qu'on a une complexité sans nom pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées et que cette complexité sans nom, d'ailleurs, souvent se reporte sur les familles et les aidants qui doivent jouer le rôle de la coordination et de la recherche des bonnes solutions. Donc oui. Mais de la même manière, je pense qu'on ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'en fait, on s'arrête au milieu du chemin et c'est une des complexités, enfin une des nombreuses complexités que nous avons. Alors, tout d'abord, sur la réforme telle qu'elle est aujourd'hui, clairement, j'ai entendu ce que disait Maëlys Le Baillon, mais enfin, clairement, on a un déficit d'accompagnement. Donc, globalement, sur les territoires, il y a peut-être eu des moyens qui sont donnés, mais globalement, on n'est pas au rendez-vous. On n'est pas au rendez-vous pour traiter les problématiques de statut, de convention collective, de logique juridique. Et j'ai quand même l'impression qu'on laisse un peu tout le monde se débrouiller et avec un accompagnement qui est très largement insuffisant. Mais une fois que j'ai dit ça, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a un sujet sur la gouvernance, c'est-à-dire qu'on ne va pas là aussi au bout du système. Et il y a donc également un sujet qui est un sujet sur la question du financement. Alors j'ai entendu la discussion de tout à l'heure. Moi, je suis désolée, mais il faut qu'on avance sur la question de la rémunération au forfait pour ces services d'aide à domicile. Et si on n'avance pas sur ces questions-là, j'entends bien qu'il faudra trouver un certain nombre de critères, mais bon sang, faisons confiance quand même aux acteurs. Et pour l'instant, je ne vois pas grand-chose arriver. Côté forfait pour les services à domicile. Et puis le deuxième élément, mais M. Richefou ne sera pas étonné de m'entendre sur cette question-là, c'est qu'à un moment donné, on ne peut plus continuer à dépendre de 100 départements qui ont des politiques différentes. 103. 103, écoutez, il y en a 3 de plus, effectivement, avec qui il faut se mettre d'accord. Et donc, à la FEAP, c'est que le pilotage financier soit à la branche autonomie, puisqu'on a créé une branche. Utilisons la branche autonomie, et comme les établissements sanitaires sont financés par l'assurance maladie, on va financer les établissements et les services par la branche autonomie,
En disant ça, je parle juste que du pilotage financier, de l'organisation financière. Je laisse ensuite au département et à la CNSA qui pilote la branche le soin de répartir qui finance quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être la responsabilité des établissements et des services que d'aller discuter avec 103 financeurs, plus les agences régionales de santé, plus un certain nombre d'acteurs, notamment les communes ou les communautés de communes. Donc, tant qu'on n'a pas traité également, je ne dis pas que c'est une condition de la mise en œuvre de la réforme, mais il faut que absolument ça se mette en place de manière relativement coordonnée et pas trop décalée dans le temps. Sinon, on va mettre tous nos établissements et services en réelle difficulté financière. Or, que je sache, on a quand même un petit intérêt à ce que nous répondions aux attentes des personnes, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Merci pour cette première intervention, Marie-Sophie De Saulles. Je vais passer la parole à Franck Nataf, président de la FEDESAP. Franck, vous plaidez pour un Big Bang domiciliaire plutôt qu'un virage à petits pas, n'est-ce pas ? Oui, absolument. J'ai tout dit déjà, quasiment. Non, mais enfin, c'est ce qu'on dit et répète. Hein. On a des besoins qui sont en plein boom et on a un système qui est en burn-out. C'est juste ça. Hein. Ensuite, alors je suis évidemment pas du tout d'accord avec la notion de forfaitisation parce que ça va complètement à l'opposé des logiques globales. On forfaitise quand on a un nombre constant de bénéficiaires, de clients, d'usagers. Et pour moi, en fait, il manque une vraie étape, il manque une vraie vision un peu globale des choses. Oui, il y a la gouvernance, oui, il y a le financement, oui, il y a plein d'autres mesures techniques de type le rapprochement des SAD et des SIAD. Et ça, au final, c'est pas ça le projet. Enfin, aujourd'hui, d'ailleurs, quel est le projet ? Il y a besoin d'un peu de courage politique pour se dire, est-ce que, et ça peut parfaitement être assumé, hein, de se dire, on a des personnes des personnes âgées qui vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus dépendantes. Est-ce qu'on concentre le système de protection sociale de manière générale, pas que la partie autonomie, y compris la partie santé, sur les plus dépendants, avec une intensité beaucoup plus importante, parce qu'aujourd'hui, un GIR1 qui a droit à 2 heures d'intervention par jour, c'est juste indigne. Hein. Ou bien est-ce qu'on se dit, et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, j'éparpille un peu mon financement de partout, hein. Tout le monde est servi, mais mal servi. Voilà. Et auquel cas, effectivement, pour revenir à la table ronde précédente, bah oui, en fait, dans ce système-là, et on voit aujourd'hui que toutes les caisses de sécu, elles sont déficitaires. Pourquoi elles sont déficitaires ? Parce que justement, ce choix structurant, il n'est pas fait. Et politiquement, c'est effectivement très difficile à tenir de dire aux gens, en fait, alors, on préfère financer tout le monde, mais faiblement, ce qui veut dire que vous allez devoir payer. Ce qui veut dire que vous allez devoir payer, parce que, in fine, il faut bien que quelqu'un paye. Soit c'est l'État ou les départements, soit, mais ça revient au même, hein, enfin, c'est effectivement de l'argent public, soit c'est le bénéficiaire qui paye. J'étais en voyage d'études aux Pays-Bas il n'y a pas très longtemps. Aux Pays-Bas, il y a 15 ans, ils ont fait le choix de dire on ferme tous les EHPAD, voilà, et effectivement, on concentre le financement public uniquement sur les publics très dépendants. Et par conséquence, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les aidants sont énormément mis à contribution, bénévolement ou très légèrement indemnisés. Et effectivement, ensuite, celui qui est en mesure de pouvoir se payer une aide à domicile se paye une aide à domicile en complément. Est-ce que ce système hollandais, on a envie de le dupliquer en France ? Aujourd'hui, c'est pas forcément la tendance qu'on voit apparaître.
Néanmoins, c'est un système qui existe. Je prends le système anglais. Le système anglais, il dit, c'est simple, hein, vous avez moins de 2000 pounds de revenus par mois, vous êtes pris en charge à 100%. Voilà. Quelle que soit l'intensité de votre handicap, quelle que soit l'intensité de votre perte d'autonomie, vous êtes pris en charge à 100%. En revanche, vous avez 2001 pounds, c'est zéro. Voilà. Donc, ce sont des choix politiques, mais aujourd'hui, en fait, personne ne les a fait, ces choix. Ce qui fait que le système, au global, en fait, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il dysfonctionne. Tout le monde se rend compte qu'il dysfonctionne, puisque du coup, si toutes les caisses de sécu sont déficitaires, c'est bien qu'il y a un problème. Et par ailleurs, elles sont de plus en plus déficitaires. Ce qui est normal, puisque du coup, la population vieillit. Donc à partir de ça, en effet, et pour revenir sur la question qui était forfaitisation ou pas forfaitisation, la forfaitisation, en fait, ça peut être une solution. Ça ne va faire que réduire les temps d'intervention. La forfaitisation, budgétairement, c'est un très bon moyen, c'est-à-dire, je dis, voilà, je veux dépenser 4 milliards, voilà, je forfaitise, voilà, je ne dépasserai jamais mes 4 milliards. En revanche, ce qu'on ne dit pas dans ces cas-là, c'est que l'usager client bénéficiaire ou autre, lui, il aura moins de temps de présence. Or, est-ce que c'est acceptable quand déjà 2 heures, pour un GIRA, c'est très largement insuffisant. Ça ne finance pas d'intervention, par exemple, la nuit. Ça ne permet pas de rester à son domicile. Donc ça conduit nécessairement les gens, à un moment ou un autre, à avoir aucune autre option que le collectif. Aucune autre option que le collectif. Parce que c'est la seule solution économiquement tenable. Moi, je trouve que c'est une mauvaise solution. Et en l'occurrence... l'heure, peu importe, hein, c'est une unité de mesure, on pourrait prendre le jour, on pourrait prendre... Voilà. Aujourd'hui, en effet, je crois que c'est François-Xavier Devetter, alors pour une fois je suis d'accord avec lui, qui disait, en fait, tout le monde pense en heure, donc autant pas changer. Oui, autant pas changer, autant pour une fois faire quelque chose de simple, parce que ça, pour rejoindre aussi la table ronde précédente, c'est vrai que c'est quelque chose qui tue tout le monde. Merci. Donc on va faire circuler un peu la parole. Hein. Vous pourrez la reprendre derrière. Et du coup, voilà, j'ai envie de demander à Jean-Pierre Izzo, le président de la FNADEPA, entre autres, mais déjà ces deux questions-là, parce qu'elles sont quand même très structurantes. Est-ce que vous êtes pour cette forfaitisation ou encore dotation globale à la FNADEPA, et deux, sur les modalités de rapprochement SAD-SIAD dans le cadre des services autonomie à domicile, est-ce que vous êtes plutôt pour une entité unique à terme ou plutôt pour un système de conventionnement ? Merci pour l'invitation. Je vais évidemment répondre à ces deux questions puisque c'est ce que vous me posez, mais sur le sujet véritablement de est-ce que cette réforme est une pièce complémentaire à l'approche domiciliaire, oui, elle en est une. Incontestablement, elle en est une. Et à la FNADEPA, nous pensons que c'est une pièce supplémentaire. En revanche, à la FNADEPA, nous pensons que, au fond, cette réforme n'est qu'une réforme de structure. C'est d'ailleurs un échec fondamental de ce qui avait été l'idée même de la réforme. L'idée même de la réforme, c'était de redire à quel point et comment on accompagnait des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à domicile. Et comment est-ce qu'on rapprochait, en effet, deux mondes qui sont très séparés, très éloignés, y compris d'ailleurs quand ils sont portés par les mêmes entités juridiques et par les mêmes gestionnaires, mais tellement éloignés de culture et d'une forme de philosophie très différente, parfois même opposées. Et au fond, cette réforme, aujourd'hui, la journée vient de le montrer, c'est qu'au fond, on a parlé quoi ? De problématiques juridiques, d'incompatibilité entre des statuts fonction publique hospitalière, Marc le disait, et du privé commercial et de l'associatif au milieu, si je peux dire au milieu d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit au milieu, mais en tous les cas, en plus. On a parlé de difficultés majeures à être accompagnés sur les territoires, avec, on le voit bien, un peu des acteurs qui sont tous un peu désemparés, c'est un peu ce qui remonte du terrain. Et on n'a jamais parlé de personnel même et de salariés. Au fond, cette réforme, elle eût été sans doute... On a parlé comme des salariés tout à l'heure. J'étais peut-être pas là tout à l'heure, alors désolé. Mais on n'en a pas parlé assez parce qu'au fond, c'est pas le fond même de la réforme. Est-ce que c'est parce que c'est pas le fond, ou bien est-ce que c'est pas l'interrogation des gens qui connaissent les métiers, mais qui sont eux-mêmes très interrogatifs sur les questions juridiques et de structure ? Je crois que c'est parce qu'effectivement, le problème aujourd'hui se pose ailleurs que dans la réalisation même concrète du dispositif. Sur le fond, la FNADEPA dit oui, bien sûr qu'il faut rapprocher le soin et l'aide. Mais il faut le faire
en tenant compte d'un certain nombre de sujets. Au fond, la réforme, elle aurait rempli probablement son rôle si, elle avait créé des places de SIAD en plus. Pardon de dire qu'on a aujourd'hui sur des territoires des carences fondamentales de places de SIAD. Et on peut difficilement imaginer accompagner plus de personnes mieux sans créer de places de SIAD. C'est un sujet majeur, qui est un sujet aujourd'hui, une faiblesse forte de cette réforme, c'est qu'elle ne crée pas des conditions de réalisation de places de SIAD supplémentaires. On aurait sans doute réussi plus facilement cette réforme si on avait contraint, pardon de le dire ainsi, des professionnels libéraux, des soins de ville, de rentrer dans les dispositifs d'articulation qui sont aujourd'hui exclus du dispositif. On aurait sans doute gagné à simplifier le financement, et je le dis, pour le coup, ça répond à votre question, Patrick, à simplifier le financement. On a mis des années, et dans cette salle, certains le savent bien, à sortir de la double tarification pour faire court des EHPAD. Et bien là, la réforme, elle invente la même chose, alors qu'on en sort avec difficulté. On n'en est pas tout à fait sorti, mais en tout cas, on est sur la voie d'en sortir. Et on invente le même dispositif qui va être, encore une fois, une réforme de structure, et que de structure. Les personnes, elles s'en moquent de savoir ça. On aurait gagné probablement aussi, je le dis, à financer mieux les deux dimensions. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait certain de ce que seront les évaluations de la réforme de la tarification des SIAD, c'est le moins qu'on puisse dire. On sait les faiblesses de la tarification des SAD. Et pour répondre à votre deuxième question, oui, bien sûr qu'il faut réfléchir à une réforme de la tarification, mais moi, je pense, à la fin des pas, nous pensons que tout y est aujourd'hui. C'est-à-dire quand on prend le tarif plancher, qu'on rajoute la dotation complémentaire, et là encore, la question des modalités d'attribution de la dotation complémentaire d'un département à un autre se pose. Les enjeux, les questionnements qu'on doit avoir aujourd'hui se posent, et je pense qu'il y a des enjeux forts aujourd'hui en termes d'organisation et de structuration à la réponse. Et évidemment que nous pensons à la fin pas qu'en mettant un tarif plancher, qui a aujourd'hui le mérite d'exister, qui est légitime, plus une dotation complémentaire, plus des financements divers et variés, des conférences des financeurs par exemple, on a là l'ensemble de ce puzzle qui doit nous permettre de financer correctement, le plus correctement possible, les dispositifs. Comment est-ce qu'ensuite on traduit ces financements-là au regard de prestations à PAPCH qui sont des prestations à l'heure? C'est sans doute la difficulté. C'est sans doute ce qui doit nous guider. Parce qu'une personne, quand elle a un plan d'aide à pas, elle a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 12 heures, 15 heures. Et la transformation qu'on en fait est sans doute une des difficultés de cette modalité. On n'a pas la solution, sans doute, aujourd'hui, à la fin des pas. Mais on voit bien que les pièces sont là, il faut les articuler correctement et de manière homogène. Et enfin, je termine ici, ainsi. On aurait gagné, pour que cette réforme est en tout cas une facilité de mettre en œuvre, à articuler dès le départ et dès à présent ce que seront les SAD futurs, le périmètre de ces SAD futurs, avec ce que sont les DAC, avec ce que sont les CPTS, avec ce que sont les MAIA, avec ce que sont même parfois des clics qui existent encore dans certains départements. Et là, moi, je vois je lis une certaine inquiétude aussi, alors, de tous ceux qui devraient être des acteurs de cette réforme, qui deviennent peut-être pour certains d'entre eux des inquiets de cette réforme. Et ça fait beaucoup d'inquiets, tout ça. Merci, Jean-Pierre Rizot. Alors, on va refaire un tour de table avec les fédérations, puis on laissera Maëlys Le Baillon conclure en faisant en essayant de répondre de façon synthétique aux différentes interrogations, mais je vous les résumerai, Maëlys. Un deuxième tour de table, vraiment 2 minutes chacun, si vous aviez un message à faire passer à la CNSA et par la même occasion au pouvoir public sur comment réussir cette réforme des services autonomie. Quel est vraiment le message principal que vous feriez passer? Allez-y, Thierry. Je dirais que les services autonomie, je l'ai dit, c'est une chance, je pense, pour notre secteur, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Il faut qu'il y ait on va redire toujours la même chose, mais cette grande loi autonomie qu'on attend avec des financements qui soient à la hauteur. Donc, je pense que c'est une étape. Je pense qu'il faut traiter, je l'ai dit, la question de la gouvernance, la question du financement, et je reviendrai juste 2 secondes là-dessus. Je pense qu'il faut aller, même si la mesure, c'est l'heure, mais la dotation globale, je pense, me paraît extrêmement intéressante, et à la fois pour les bénéficiaires et aussi pour les salariés. Je pense que c'est quelque chose d'important qui, mieux que l'intervenant à domicile, peut savoir s'il faut rester 5 minutes, 10 minutes de plus chez quelqu'un.
Aujourd'hui, on est en train de regarder sa montre et on se dit, ça y est, il faut partir parce que si je fais 5 minutes de plus, eh ben, je ne serai pas payé, finalement, c'est 5 minutes de plus. C'est impensable, impensable. Donc il faut aller plus loin, cette loi grand âge. La question, bien sûr, de la mobilité, qui est un sujet extrêmement important. Moi, j'aurais envie de dire à M. Le Vaillant, les 100 millions, les fameux 100 millions, il ne faut pas qu'ils soient que pour l'indemnité kilométrique. Il faut aussi que ces 100 millions ils puissent permettre à un certain nombre d'acteurs et au département avec qui nous travaillons de soutenir des flottes automobiles. Aujourd'hui, si on fait que l'indemnité kilométrique et en plus de ça, j'ai vu circuler des montants d'indemnité, qui va vouloir de véhicules? Et quand on est en milieu rural, ce qui est un peu notre cas, hein, même s'il y a d'autres acteurs, je l'ai bien entendu en milieu rural, mais enfin bon, on est quand même un acteur assez présent en milieu rural. Aujourd'hui, le véhicule, la voiture, elle est indispensable. Et on a des salariés qui ne peuvent pas se la payer, qui ne peuvent pas réparer leur voiture. C'est ça la réalité de tous les jours. Donc voilà quelques messages que j'aurais envie de passer au directeur général de la CNSA. Parfait, merci Thierry Daboville. Même question pour Marie-Sophie De Saulles. Un message, 2 maximum, vraiment des propositions fortes que a envie de porter aujourd'hui la FEAP. Alors tout d'abord, accompagnement, parce que si on veut effectivement réussir l'année 2025, il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on a fait en 2024. Donc il y a vraiment un tournant à prendre sur la qualité de l'accompagnement. Ça, pour moi, c'est le premier message. Et puis peut-être, j'allais dire de façon relativement taquine, au directeur de la CNSA, mais également aux représentants de l'État ici présents et de l'ADF, est-ce que vous allez conditionner les 200 millions d'euros que la CNSA va donner au département à un certain nombre de paiements de ce qui est dû par les départements? Merci Marie-Sophie De Saulles, c'est très synthétique et très clair. Franck Nataf, 1, 2 demandes, requêtes, conseils à la CNSA. Je n'ai pas de conseils à donner à la CNSA. Peut-être. J'ai juste une opinion, je pense, relativement collective à exprimer, qui est en effet, simplifier, parce que quand on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais le fonds mobilité, il est voté, donc du coup, il faut bien le dépenser. Hein. Mais en fait, cette logique qui est de dire, je flèche à chaque fois des dépenses vers des sujets extrêmement précis. Ma dotation qualité, je dois la flécher vers 2,40 € sur ma QVT, le machin, truc. Tout ça, c'est effectivement mortifère. Et donc, on a en effet un besoin de simplification qui est énorme dans le secteur. Deuxièmement, cette simplification, elle va avec une notion de confiance vis-à-vis des opérateurs. Donc oui, il y a des opérateurs qui fraudent, voilà, ou qui ont eu des comportements déplorables, voilà, pas d'autre terme. Il n'y a pas que dans notre secteur que c'est le cas, et il y en aura toujours. Voilà. Moi, il y a une règle que j'applique dans mon entreprise, c'est je ne fais jamais une règle pour les 2% de gens qui fraudent. Voilà. Toutes les règles, voilà, elles sont pour les 98%. Voilà. Et effectivement, le jour où je prends la main dans le sac, les 2%, ceux-là, il faut effectivement les punir. Au passage, ils n'ont pas été... les actionnaires ont été punis, mais les structures en elles-mêmes, elles ont été assez peu punies. Pour celles dont je parle dans le médico-social, que ce soit les crèches ou les EHPAD. C'est donc simplification, confiance. Après, juste pour terminer, c'est pour moi, soit on réforme aujourd'hui, soit on condamne l'avenir. Voilà. Merci Franck.
Ça ressemblait quand même à un conseil, hein, la dernière phrase. Jean-Pierre Rizot, même question. Allez, une ou deux, vraiment, de sujets majeurs que vous voulez mettre dans la tête du directeur général de la CNSA qui nous fait l'amitié d'être ici. Allez-y. Oui, merci. Très brièvement. Je crois que notre secteur a pendant très longtemps, le secteur du domicile de manière générale, bénéficié d'une forme de liberté, peut-être même d'une forme d'autonomie, qui était une autonomie qui permettait, pardon de le dire ainsi, mais un peu de rêver. On avait la capacité d'innover, on avait la capacité d'inventer un certain nombre de dispositifs, parfois même de nous sortir de ce qu'était l'activité de nos SIAD, et on avait cette forme d'insouciance. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que les contraintes sont devenues extrêmement compliquées, qu'elles se rajoutent à des difficultés que vous connaissez par ailleurs. Et sans doute que cette réforme, pour parler de la réforme, si elle est trop contraignante, si elle devient quelque chose de totalement inatteignable, sans doute qu'il faut travailler sur le sujet. Ça ne veut pas dire arrêter, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur général, mais ça veut dire sans doute réfléchir à des modalités autres que celles qui sont aujourd'hui prévues par les textes. Ça, c'est le premier élément. Et de manière beaucoup plus générale, il faut que le service à domicile aujourd'hui, de manière, encore une fois, coordonnée, soit des acteurs forts des relations avec les départements, avec les établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Et ils ne pourront l'être qu'en ayant une vraie assise économique, financière et de reconnaissance. Et la reconnaissance de nos services, c'est la reconnaissance des salariés qui y travaillent. Merci Jean-Pierre Rizot. On peut l'applaudir. Alors, on va laisser Maëlys Globaillon à la fois répondre et conclure. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Moi, j'en ai noté 4 principaux, mais vous répondez comme vous le souhaitez. Le premier, c'est celui de la place du domicile par rapport aux établissements, par rapport aux EHPAD, et accompagner le virage domiciliaire par du financement, de l'aide, par du financement de place, et par clairement la nouvelle orientation des financements, qu'elle soit davantage vers le domicile. C'est le premier sujet. Le deuxième, sur les modalités, ce qui est beaucoup revenu, c'est la question de la forfaitisation ou du tarif horaire. Le troisième, sur le rapprochement le rapprochement des services autonomie à domicile, est-ce qu'il faut le faire à travers une entité juridique unique ou le conventionnement? Et puis le quatrième, c'est l'accompagnement, la simplification que l'on peut amener pour faciliter la vie des SAD, des SIAD et demain des services autonomie à domicile. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre en n'oubliant aucune de vos interventions. Ce qu'il y a en transversalité, je trouve, dans chacune de vos prises de parole, c'est la question de la responsabilité territoriale des acteurs de l'autonomie sur la population qu'ils ont à accompagner. Comment est-ce qu'on arrive dans un bassin, sur une population donnée, à articuler nos interventions, quels que soient nos modes de financement, public, privé, pour être au rendez-vous des besoins du territoire. La logique qu'on est en train de déployer avec les départements sur le service public départemental de l'autonomie, c'est exactement celle-là. C'est partir du terrain, articuler les acteurs dans une gouvernance partagée qui est très souple, qui permet à chacun de s'exprimer, mais qui part du besoin de la population pour construire autour. Force est de constater que ce n'est pas simple, que le dialogue entre agences régionales de santé et conseils départementaux, je ne vais pas vous le dire ici, en fonction des territoires est plus ou moins mûr, et qu'on a nécessité de construire ce dialogue au quotidien, puisque si déjà ces deux partenaires-là ne se parlent pas, comment voulez-vous que la réforme des SAD se mette en œuvre? Le deuxième sujet auquel je crois aussi, c'est celui de la gouvernance et des décroisements de financement. On voit que sur les EHPAD, ça fait partie des discussions fortes de ces dernières années. Et je suis assez sensible à l'argument qui est mis en avant sur le fait qu'on est en train de recréer des coûts de coordination au niveau des services sur le domicile. Bon, force est de constater qu'on n'a pas résolu encore la question de qui devait piloter quel segment de l'offre médico-sociale et domiciliaire. Il ne me paraît pas aberrant qu'à un moment on se pose la question de l'unification de la compétence dite domicile sous un seul financeur, lequel charge à notre gouvernement, puisque je rappelle que la CNSA est le représentant de la branche, auquel chacun des acteurs autour de la table sont membres d'ailleurs de la gouvernance, y compris les départements. Donc nous sommes là, en fait, le creuset des réflexions et des possibilités de construire ensemble ces solutions. Le sujet de la forfaitisation des études, de la capacité à pouvoir construire un modèle économique durable et qui permette d'accompagner, ça découle en fait de tout cela.
Si nous sommes en capacité de structurer une offre territorialisée, la question de la responsabilité populationnelle doit structurer la question de l'équation financière qui se met en face. Vous avez des approches différentes. Alors quand on a des approches différentes, on essaie de regarder comment ça fonctionne réellement. Et ce qui peut vous sembler aberrant, c'est que jamais le niveau national, la caisse, ne s'est intéressé au coût réel des services d'aide à domicile. Donc nous allons lancer, début 2025, une étude nationale de coûts qui va venir analyser l'ensemble des différentes structures, quel que soit leur statut, leur fonctionnement, pour identifier vos centres de coûts et à partir de cela, pouvoir abonder cette réflexion. Il ne vous aura pas échappé qu'une expérimentation dans la loi Bien vieillir était prévue sur ces sujets, que la CNSA a fait un appel à candidature auprès des départements et qu'on n'a pas eu de réponse positive à date. Alors, cela s'explique aussi par le déploiement des services autonomie qui saturent la capacité d'action, je pense, de l'ensemble des services. Mais pour autant, peut-être que le préalable à tout cela, c'est cette capacité à regarder comment fonctionnent réellement les services, d'avoir une approche par différents types de statuts. Et les centres de coûts seront peut-être aussi un indicateur utile pour construire ensuite la bonne équation tarifaire pour le secteur du domicile. S'agissant de l'accompagnement de la réforme, chère Marie-Sophie, avec qui on en discutait encore hier midi, alors peut-être n'est-elle pas arrivée jusqu'au bout du dernier kilomètre, comme on le dit, mais à travers son soutien aux fédérations, et vous pouvez en témoigner, puisque c'est un des axes de financement de la Caisse, à travers son soutien aux départements dans les appels à manifestation d'intérêt, la Caisse recense les difficultés et fait remonter par les différents acteurs les situations dites complexes. Donc c'est le travail qui est en ce moment même d'identifier justement les points de blocage et de construire pour 2025 ces solutions nationales. Bon, je vous passe les webinaires, les soutiens collectifs territoriaux. Mais en tout cas, on va déployer cette offre d'accompagnement au niveau le plus territorialisé possible pour pouvoir essayer de résoudre les points. Mais après, je suis aussi assez persuadé qu'il y a certains points sur lesquels on n'aura pas de réponse forcément et qu'il faudra peut-être modifier le cadre juridique parce qu'on n'aura pas d'autres solutions. Mais c'est pas grave, modifier la norme juridique, c'est pas un indépassable de notre fonctionnement. On le fait tous les ans, donc je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Mais il faut continuer à poursuivre l'ambition de la réforme. Et je suis ravi que tous autour de la table ayez cette volonté collective. Sur la question des SIAD, je rappelle simplement qu'on a la création de places de SIAD chaque année dans chaque PLFSS qui s'accompagne de cette réforme du service autonomie à domicile. On a un sujet très clairement avec les IDEL et les zones surdotées en infirmières diplômées d'État libérales avec lesquelles nous engageons une discussion, le gouvernement va engager une discussion avec l'ordre pour savoir comment elles s'inscrivent dans le contexte de cette réforme. On parlait des impensés préalables à la réforme, celui-ci en est un, et répondre à la question de la mobilisation de ces infirmières diplômées d'État libéral fait partie, à mon sens, d'une des voies qui permettrait que la réforme se réalise. Après, sur la question de la dépendance, cher Franck, et de réserver la solidarité nationale à un niveau de dépendance, je ne dépasserai pas ma propre condition. Je t'inviterai à partager cela avec les parlementaires et le gouvernement. Mais en tout cas, force est de constater, la branche est en déficit, sa trajectoire l'est aussi. Les départements, vous connaissez leur situation financière, qu'il y a des choix très forts à faire. Soit c'est une augmentation de la fiscalité d'une façon ou d'une autre et des contributions sociales pour être au niveau de ce sujet futur. C'est une meilleure participation, sous quelles conditions? Voilà. On aura des choix collectifs à faire et il nous appartient de les faire assez rapidement. Je vous rejoins tous là-dessus. Le cadre juridique, législatif, financier actuel ne nous permet pas d'être au rendez-vous pour 2030. Merci beaucoup. Merci à tous les cinq, Jean-Pierre Izzo, Marie-Sophie De Saulles, Franck Nataf, Thierry Daboville et Maëlys Le Baillon.